This meeting is being recorded. Bien, bonjour à tous, nous sommes très heureux d'accueillir aujourd'hui Charles Bollen, consultant international en système et professionnel de santé, ancien coordinateur du programme OMS des ressources humaines pour la santé, président fondateur honoraire du RIFRES, c'est-à-dire le réseau international francophone pour la responsabilité sociale en santé. Depuis des années, inlassablement, Charles Bollen a imprimé le concept de responsabilité sociale au fronton des établissements de santé du monde entier. Former d'excellents médecins, c'est fondamental. Socialement responsable, c'est essentiel. Grâce à toi, Charles, ce concept est acquis presque partout de par le monde. C'est une petite révolution dans les facultés de médecine, ou ce fut une petite révolution. Toutefois, du concept à l'action, il y a bien sûr un grand pas et c'est le travail du RIFRES. Mais je dirais que ces dernières années, la société a changé. Son regard sur la santé n'est plus le même, car bien entendu, dans tout cela, il y a les facultés d'un côté et puis de l'autre côté, la société, bien sûr. Elle a changé. Son regard sur la santé n'est plus le même. Individualisme, désinformation, complotisme, sans oublier l'agression de beaucoup de soignants. C'est pourquoi, Charles, nous sommes aujourd'hui très heureux de t'entendre sur le sujet suivant. Rénovons nos systèmes de santé, la responsabilité sociale, une culture et une stratégie. Tu as la parole, Charles. Merci mon cher Étienne et merci Yves. Merci Yves aussi de bien vouloir passer mes quelques diapositives. J'en ai pas beaucoup parce que je pense que l'essentiel sera quand même dans l'échange et dans notre questionnement. En même temps, il est compliqué de parler de responsabilité sociale si on ne maîtrise pas un peu le contexte dans lequel nous vivons. Et c'est pour ça que j'ai quand même mis ce titre un peu ronflant, Rénovons nos systèmes de santé. Nous allons voir pourquoi et comment. Et puis progressivement, voilà, évoluer vers une définition de la responsabilité sociale. Il est vrai qu'on en parle maintenant beaucoup, voilà, pas seulement en francophonie, mais dans le monde anglophone, un peu partout dans le monde, on se questionne sur ce qu'il faudrait le faire différent pour que les choses bougent. Alors peut-être la dia suivante, Yves, s'il te plaît. Voilà, bon, évidemment, il ne s'agit pas de dire que rien ne marche dans nos systèmes de santé, c'est pour ça qu'il est important de souligner le mot mieux, répondre mieux à nos attentes. Mais on attend nos systèmes de santé sur un certain nombre de valeurs. Et voilà, l'image que vous avez, c'est une espèce de boussole avec 4 points cardinaux. C'est un peu ce qu'on retrouve dans la littérature pour reconnaître qu'un système de santé fonctionne bien. Je prendrai l'équité. Est-ce que nous avons du mal à répondre à l'équité? Oui, manifestement, même dans les pays les plus riches, nous avons des problèmes d'accès aux soins, tout simplement d'accès aux soins. Et je vais vous faire une confidence, j'avais une conversation avec un représentant de l'Académie de médecine de France qui me disait, en France, il y a une récession en matière d'accès. Donc, si on peut dire ça pour la France, je pense qu'on peut le dire pour beaucoup de pays, bien entendu. Il ne s'agit pas nécessairement de discrimination, parce que là, bien entendu, c'est un autre sujet, mais tout simplement à l'accès. Alors, on va passer en revue peut-être un peu cette boussole avec les différentes valeurs, euh, sans s'attarder nécessairement, parce qu'on pourrait en parler des heures. Mais sur la qualité, par exemple, sur la qualité, évidemment, nous avons à notre disposition des technologies formidables qui nous aident à avancer dans nos diagnostics et dans nos prises en charge, mais s'agissant de la relation avec le patient, c'est quand même de ça qu'il s'agit, et Étienne, tu en as fait référence dans ton introduction, on assiste quand même à une vague déshumanisation, un manque de rapport entre le soignant et le soigné, et je ne prendrai comme exemple que, voilà, dans mon entourage, une personne d'un certain âge atteint d'une maladie chronique et de comorbidité, eh bien, malgré son médecin généraliste qui essaie de faire la synthèse de toutes les prises en charge, il est quand même
nécessaire d'aller voir un tel à gauche, un tel à droite, etc. Et donc, ce n'est pas toujours pour le bien-être du patient. Alors, sur la pertinence, c'est-à-dire, comment dirais-je, la congruité de nos systèmes de santé dans le contexte général dans lequel nous vivons, puisque nous savons que la santé est influencée par non seulement des arguments biologiques, mais des facteurs économiques, culturels, sociaux et évidemment environnementaux. Alors, cette prise en charge de tous ces déterminants est compliquée et elle ne se fait pas toujours dans la cohérence, donc ça nous handicape un peu. Quant à l'efficience, si l'efficience c'est faire le meilleur usage des ressources que nous avons à notre disposition au système de santé, il y a beaucoup à faire. Et je vais résumer tout ça tout simplement en disant que, et là beaucoup de rapports l'ont écrit à travers le monde, c'est que les systèmes de santé les plus efficients sont ceux qui ont mis la priorité sur la première ligne. La première ligne de soins qu'on appelait voilà, les soins de santé primaires et qui ne sont pas nécessairement représentés par les médecins généralistes, mais tout simplement par tous ceux qui, en première ligne, peuvent déjà répondre. Et nous voyons que malheureusement, à travers le monde, eh bien, la grande priorité n'est pas mise sur la première ligne. Et donc, nous souffrons de tout cela. Alors, la suivante, Yves, s'il te plaît. Alors, pourquoi se fait-il qu'effectivement, nous ne répondons pas de façon optimale? J'insiste sur optimale parce qu'il ne s'agit pas d'être pessimiste en disant que rien ne va. Il y a des choses magnifiques qui se passent, bien entendu, dans nos pays. Mais nous sommes en deçà de ce que nous attendons. Et pourquoi? Parce que, comme on le disait, la société a évolué. Elle a évolué, voilà, quelques arguments, la démographie, les demandes, parce que effectivement, le citoyen est plus informé, mieux informé, je ne sais pas, mais en tout cas de tout ce qu'on peut avoir comme service, et donc la demande est là. Les coûts sont, comme vous le savez, exorbitants, et nous sommes toujours dans le rouge. Et puis, évidemment, il y a, comme nous le disions tout à l'heure, tous les déterminants de la santé. Et tout ça fait que notre système de santé, eh bien, doit répondre à gauche et à droite à toutes sortes de demandes et de situations qu'il ne peut pas absorber. Il le ferait mieux, effectivement, deuxième grande raison, s'il n'était pas fragmenté. Parce que nous avons une fragmentation de l'offre. Je pense que c'est une des situations sur laquelle nous pourrions agir et où la responsabilité sociale va essayer d'agir. Parce que c'est un levier qui est absolument indispensable. Quand on dit fragmentation de l'offre, oui, effectivement, parce que les différents prestataires sont nombreux. Je sais que vous êtes tous des membres d'une faculté de médecine, mais ouais, il y a le monde académique, il y a le monde professionnel, il y a le monde de la santé publique, il y a les associations bénévoles. Enfin, il y a toutes sortes d'offres qui viennent à gauche et à droite dans la même préventive, etc., qui ne sont pas toujours coordonnées et qui le sont même, je dirais, assez rarement. Donc, nous avons, je dirais, une perte d'efficacité par manque de synergie de tous ces talents. Et comme on n'a pas de vision globale et à long terme, effectivement, voilà, nous souffrons de cette anticipation. Donc, je ne vise pas un pays d'une façon générale, mais je pense que c'est un sentiment très généralement ressenti à travers le monde, malheureusement. La suivante, Yves, s'il te plaît. Alors, est-ce que c'est une crise? Oui, c'est une crise. C'est une crise, chacun le reconnaît, depuis les responsables les plus titrés jusqu'aux simples citoyens. On sent que c'est une crise. Et je dirais que cette crise-là, sur le plan, comment dirais-je, philosophique, ontologique, elle est due au fait qu'il y a une aspiration vers l'inclusion. Ce que je voudrais dire, c'est que depuis la période qui a suivi la Seconde Guerre mondiale, pardon, eh bien, nous avons vécu des développements très intéressants au niveau économique, au niveau sanitaire, bien entendu, avec le développement de la technologie, et puis alors des gains de liberté, des gains de bénéfices. Bref, nous vivons dans un monde qui laissait croire que tout serait possible. Et malgré tout, nous sommes toujours en face de cette fragmentation qui fait que nous avons des services qui sont
épars et nous avons une aspiration vers l'inclusion. Et je dirais aux deux extrêmes, depuis le côté le plus individuel, la personne, jusqu'au côté le plus global, la planète. Pour la personne, regardez, ce que nous aspirons, c'est bien entendu d'être débarrassé des organes qui dysfonctionneraient sur le plan strictement physique, mais nous avons une attente sur le plan du bien-être mental, du bien-être social, et comme vous voyez, c'est pratiquement la définition de la santé de l'OMS, un état de bien-être complet, physique, mental et social, et puis la phrase se termine par et pas seulement une absence de maladie ou d'infirmité. Donc, cette définition de la santé, jusqu'à très peu de temps, on l'a toujours considéré, moi je l'ai vécu dans mes pérégrinations mondiales, on l'a toujours vécu comme étant une définition voilà, philosophique, théorique, un peu abstraite, voire angélique, voilà, inatteignable en tout cas. Tandis qu'aujourd'hui, elle est de plus en plus réclamée. Elle est de plus en plus réclamée, y compris par, je pense, les citoyens, les usagers. Et puis alors, sur le plan strictement de la planète que nous habitons, c'est un peu pareil. Il y a tellement de déterminants de bien-être qui circulent autour de nous, dans notre propre nation et au niveau international, qu'on se demande quand est-ce que tout ça va être mieux régi. Euh, nous n'avons pas de faire des commentaires sur la situation du monde actuellement au niveau sécuritaire, économique, politique, dans l'incertitude dans laquelle nous vivons, pour effectivement assister sur le fait d'avoir un projet pour notre planète qui soit cohérent et soutenu par tous. Alors maintenant, venons-en au sujet. La suivante, merci Yves, la définition de la responsabilité sociale. Alors, évidemment, elle est réduite à quelques mots, mais on peut en parler, comme vous le savez, des heures et des journées entières. Mais voyons, prenons-la comme elle est. C'est un engagement. C'est un engagement, évidemment, continu, parce que je continue, voilà, on souligne le terme parce que très souvent nous nous disons, et comme voilà, l'audience est est constitué surtout par des personnalités qui appartiennent au monde académique, je vous dirais que très souvent, en parlant avec des enseignants, des doyens de faculté de médecine, eh bien, un peu partout dans le monde, on disait, ben oui, regardez, bien sûr qu'on fait de la responsabilité sociale. Regardez comment nous formons nos étudiants. On les expose à tel enseignement, ou alors on les met en stage dans des endroits qui sont déshérités, on les met en stage sur les médecins généralistes. Bref, on les forme ma foi, à tous les grands défis de la société qu'ils vont devoir rencontrer une fois sur le terrain. Oui, mais ça dure le temps que ça dure. C'est une question d'heures, c'est une question de jours, c'est une question de trimestre. Et puis, ces expositions-là, elles sont toujours très tardives dans le curriculum. Donc, on se demande si ça imprègne beaucoup. Donc, on insiste sur le continu. Et on verra plus tard quelles sont les institutions académiques qui prennent ça un peu plus au sérieux. Mais c'est un engagement de chacun des acteurs. Alors, les acteurs, nous les avons un peu cités, nous verrons tout à l'heure un peu plus dans le détail, mais évidemment, si une faculté de médecine devrait faire son travail, mais qu'est-ce qu'il est alors de l'association des professions de santé? Qu'est-ce qu'il est du ministère de la Santé, des institutions publiques et de santé publique? Donc, il s'agit de voir comment on peut parce qu'on ne peut pas être responsable socialement tout seul dans son coin. Il faut que ce soit une affaire collective pour précisément adresser la complexité des problèmes de santé dans leur entièreté et sous toutes leurs facettes. Donc, nous allons voir que c'est un grand défi, ça, de créer des partenariats avec les autres acteurs de santé. Comme je le disais tout à l'heure, le terme mieux, évidemment, mieux servir. Mais un des mieux, ce serait de revenir à une autre définition de la responsabilité sociale, c'est-à-dire vous êtes socialement responsable si vous acceptez les responsabilités, les conséquences de ce que vous faites. Ah, ça c'est une autre affaire. Donc je reprends l'exemple des facultés de médecine. Vous formez d'excellents médecins. Vous pouvez le prouver par toutes sortes d'évidences, par le curriculum, par la formation de vos enseignants, etc. Mais qu'est-ce qu'il advient des médecins lorsqu'ils sont diplômés
et puis finalement installés sur le terrain. Alors la plupart des facultés de médecine nous disent mais ça c'est pas notre affaire. On a fait notre job. Maintenant, nous sommes dans un système libéral. Le médecin s'installe où il veut, ou alors dans des pays un peu plus étatisés. Ah ben non, il y a des règles, etc. On s'installe pas nécessairement où on veut. Mais est-ce que l'institution académique s'intéresse à ce qu'il advient de leurs produits? Parce qu'on pourrait le dire pour l'éducation, mais on pourrait le dire pour la recherche. J'ai fait une recherche extraordinaire, ça a paru dans le Lancet, et qu'est-ce qu'elle en devient? Ah ben ça, c'est pas mon affaire, je l'ai publié. Ça fait une étoile de plus sur mon curriculum. Oui, mais donc voilà, c'est la question de suivre le produit et donc sortir un peu au-delà de ces compétences, je dirais, conventionnelles, traditionnelles. Besoins prioritaires, ah, évidemment, il faut savoir les définir. Et je ne sais pas si nous faisons toujours très très bien de définir les priorités de santé dans un pays ou dans le territoire dans lequel nous vivons. Nous répondons à des demandes, mais nous n'anticipons pas nécessairement en allant au devant de ces besoins-là. Donc, c'est à chacun de voir ce qu'on peut mettre dans cet ordre de priorité. Et tout ça aura des répercussions sur notre système de santé, ben sur notre santé, sur notre société, bien entendu, et sur l'ensemble des citoyens. Mais revenons à la dia suivante, Yves, si tu veux bien. Nous allons parler des acteurs. Parce que voilà, euh, c'est un, c'est une diapo qui est très utilisée par les gens qui travaillent sur la responsabilité sociale et notamment dans le RIFRES, le réseau francophone qui s'intéresse à cette question, s'appelle le Pentagone du partenariat. Voilà. Donc, nous nous situons dans le contexte où, au centre, euh, nous sommes manifestement inspirés par les besoins de santé, comme nous avons dit, et on peut le détailler, bien entendu, en long et en large. Et autour de ces besoins, voyons des grands acteurs de santé qui ont des grandes influences, bien entendu, de leur côté, mais qui en auraient davantage s'ils pouvaient travailler en association, en synergie. Et derrière le rond bleu avec besoin de santé, vous voyez dessiner une espèce d'étoile qui laisse comprendre qu'on devrait avoir des rapports de relations, de coordination avec chacun des différents partenaires. Mais évidemment, au bout de chaque point du Pentagone, il y a une instance qui elle-même peut être développée dans plusieurs, déclinée dans plusieurs, évidemment, composantes, institutions académiques. Oui, mais bien entendu, faculté de médecine, faculté des sciences de la santé, mais pas seulement, puisque nous avons fait remarquer que la santé était très influencée par l'environnement, par l'économie, par l'éducation, etc. Nous le savons, quelqu'un qui est pauvre a moins d'accès à la santé, quelqu'un qui est moins éduqué a moins d'accès à la santé, quelqu'un qui n'est pas de la communauté d'origine a moins d'accès à la santé. Donc nous avons tous ces facteurs, tous ces déterminants qu'il faut prendre en compte. Et ça, évidemment, pensons à l'université. Si l'université pouvait se déclarer socialement responsable dans tout ce qu'elle fait, elle pourrait évidemment mobiliser les différents talents qui sont dans les facultés de médecine ou des sciences de la santé, mais dans les facultés des sciences économiques, des sciences sociales, des sciences de la gestion du territoire et que sais-je. Donc, ça, c'est une avancée à laquelle il faudra penser, c'est de voir comment l'université, dans sa pluralité, et dans sa multidisciplinarité, peut se mobiliser pour adresser la complexité des problèmes de santé. Ce serait une avancée considérable, parce que si l'université devait le faire, ce serait un exemple, je pense, notoire pour les autorités publiques, politiques et tous les autres observateurs et tous les autres acteurs de la santé. Mais quand vous voyez profession de santé, bien entendu, nous ne parlons pas que des médecins. Alors, une fois, l'OMS avait fait un inventaire sur toutes les professions de santé qu'on pouvait imaginer dans les pays. C'était par dizaines et des dizaines. Donc, et aujourd'hui, nous savons que le médecin est un élément parmi les professions de santé, mais il y en a d'autres qui seraient beaucoup plus importants aussi peut-être que le médecin quand il s'agit de
de bien-être, comme nous disions, physique, mental et social. Donc, là aussi, ce ne sera pas facile de faire bouger les professions de santé qui sont habituées à être ce qu'elles sont, à avoir leurs ambitions, à avoir leurs critères, leurs normes, et puis les faire évoluer n'est pas toujours facile. Bien que je dois reconnaître que l'Association internationale des médecins de famille, qui s'appelle WONCA, The World Organization of Family Physicians, a fait un effort considérable en disant le médecin de demain, c'est un médecin socialement responsable. Et je dois reconnaître aussi que certains de nos collaborateurs ont fait des enquêtes internationales pour remettre à jour un référentiel de compétences du médecin de demain. Et effectivement, ces éléments ressortent à nouveau de responsabilité sociale. Mais ça, c'est une déclaration. Alors, les déclarations, oui, mais après, la mise en pratique, on peut dire, voilà ce qu'il faudrait faire, c'est un peu comme les droits de l'homme. Voilà, les droits de l'homme, c'est intouchable, c'est sacré, alors voilà, nous avons un guide pour l'horizon. C'est pareil avec les professions de santé, mais l'association médicale de votre pays ne va pas dire, ah, bon, nous allons faire les transformations que vous désirez. Donc, nous avons d'un côté une appétence et de l'autre côté une résistance au changement dès lors que ça touche évidemment nos intérêts particuliers. Décideurs politiques, oui, bon, pas nécessairement le ministre de la Santé, ça peut être le maire du village, ça peut être quelqu'un qui, de par sa personnalité ou sa position, pense qu'il peut avoir une influence sur la gestion de la société dans laquelle il se trouve. Donc c'est très large. Mais dans la gestion de santé, comme vous voyez là à gauche, les gestionnaires de santé, bon, on pense à toutes les structures de santé, les hôpitaux, les centres de santé, bien entendu. Nous pensons également à des agences comme les assurances de santé. Alors faire bouger, par exemple, des assurances de santé, ce serait extraordinaire. Que ce que l'on rembourse, que ce que l'on soutient, que ce que l'on encourage, est-ce que c'est en rapport avec la responsabilité sociale? Là aussi, des belles déclarations, mais très souvent de la résistance au changement. Et dans les communautés, les communautés, voilà, la société civile, les sociétés bénévoles, très souvent, on trouve beaucoup de bon sens chez ces gens-là, si je puis dire, comme dirait, comme dirait Brel, chez ces gens-là, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas de qualification particulière dans le domaine, mais qui ressentent, qui vivent et qui pourraient très certainement être associés dans nos réflexions. Voilà, ça c'est un schéma qui est quand même très important. Parce que d'un côté au centre, on explique là où nous voulons aller, et en périphérie, on montre quels sont les grands acteurs qui pourraient avoir une influence, et une meilleure influence s'il y avait une synergie de talents et de ressources, ce que nous n'avons pas malheureusement aujourd'hui. Et la dernière, pour être concret, Yves, merci. Comme je le disais, je pense que le meilleur de la présentation, ce sera quand même dans notre échange et dans notre questionnement. Mais voilà 3 grandes transformations que l'on peut imaginer. Ça reste très général, mais d'abord une au niveau de l'État, donc national, l'autre au niveau des acteurs et la troisième au niveau du territoire. Donc, il est absolument important que l'on puisse au niveau d'un pays, au niveau national, avoir un rendez-vous de réflexion, d'action avec toutes les principales parties prenantes, comme nous le disions, des différents acteurs, ne serait-ce que pour nous mettre d'accord sur des valeurs. Parce que après, on verra les stratégies, les motivations et les incitatifs, mais au moins, est-ce que sur l'horizon, on est d'accord? Alors, et on revient un peu à la boussole que j'avais présentée en première diapositive. Sommes-nous d'accord là-dessus? Alors, voyez-vous, on va peut-être être d'accord formellement, cognitivement, mais au niveau opérationnel, c'est quand même une autre affaire. Mais je pense qu'il est à responsabilité de l'État ou des instances nationales. Je pense par exemple, voilà, s'il y avait une association des facultés de médecine dans le pays, elles doivent se réunir, ou une association médicale du pays, elles doivent se réunir et se dire où en sommes-nous? Parce que la situation n'est pas comme elle est sans nous investir davantage pour la résoudre.
Le deuxième type de transformation qu'on peut imaginer, c'est au niveau de chacun des acteurs de santé. Et là, excusez-moi, là, il s'agit de savoir si chaque acteur de santé, vous vous rappelez les acteurs de santé qui étaient autour du polygone du partenariat, de revoir son mandat au regard des besoins de la société et d'entreprendre des réformes. Alors voilà, c'est un peu fort, hein, des réformes structurelles et fonctionnelles. Des réformes fonctionnelles, oui, ben voilà, on va améliorer notre façon de réfléchir, de nous former, de faire de la recherche. Mais structurelles, c'est de revoir, si vous voulez, même l'architecture même de la façon dont nous sommes organisés. Et là, on pourra prendre des exemples sur les facultés de médecine, par exemple, parce que c'est quand même notre cible privilégiée aujourd'hui. Eh bien, lorsque vous formez, j'ai deux exemples en tête, un du Canada et un des Philippines. Voilà. Alors, un pays riche, le Canada, eh bien, dans la province de l'Ontario, eh bien, il y a une vingtaine d'années, les autorités ont pensé qu'il fallait créer une nouvelle faculté de médecine dans le nord de l'Ontario, qui était évidemment relativement en situation précaire. Pourquoi? Parce que, voilà, loin des grands centres, et puis une région minière où la francophonie était assez bien représentée quand même, bien que minoritaire, dans le nord de l'Ontario. Et cette faculté de médecine, elle n'a pas été créée comme les autres. Euh, Elle a d'abord fait l'objet d'une investigation sur les besoins prioritaires de santé dans la région du nord de l'Ontario. Et d'emblée, les autorités qui ont été à l'origine de cette œuvre ont dit nous voulons être socialement responsables. Voilà. C'est leur motto, voilà, leur horizon. D'emblée. Par conséquent, eh bien, il a fallu recruter, par exemple, un doyen de faculté de médecine, un patron quand même, pour mettre ça en route. Alors, ils ont trouvé, figurez-vous, quelqu'un que je connais bien, qui était déjà un copain, un Australien, un médecin généraliste qui s'intéressait surtout à la médecine rurale dans le sud de l'Australie. Et ils l'ont fait venir dans le nord de l'Ontario pour créer cette faculté de médecine et pour recruter autour de lui des talents, des enseignants, des chercheurs qui avaient cette façon de raisonner. Et aujourd'hui, c'est une faculté de médecine modèle. Non seulement, bien entendu, au Canada, mais aussi au niveau international. L'autre exemple que je voudrais citer aussi, parce que voilà, nous sommes dans l'hémisphère sud, dans un pays qui n'est pas très nanti, les Philippines, au sud des Philippines, dans la province de Mindanao. C'est un pays que je connais bien parce que j'y ai vécu pendant 3 ans comme représentant de l'OMS pour l'Asie, dans mon domaine de compétences. Eh bien, le Mindanao, c'est une province très pauvre, qui était d'ailleurs un peu menacée par l'islamisme rampant à l'époque, et quelquefois, il n'était pas très sécure de se promener dans cette région-là. Mais le gouvernement et d'autres autorités avaient pensé qu'il fallait y créer une faculté de médecine, malgré tout, parce que pour les raisons que je vous avais dit, il y avait un manque d'accès et il y avait manifestement des populations désavantagées. Et j'ai été très heureux de faire partie de cette commission qui a créé cette faculté de médecine à Zamboanga, qui est la capitale de l'île de Mindanao. Et pareillement, l'emblée, c'est-à-dire ce sera une faculté de médecine socialement responsable. C'est pour ça qu'on l'a créé. Et le même processus, trouver un doyen, trouver des enseignants et évidemment tisser des rapports concrets avec tous les acteurs du territoire. Alors, cette faculté de médecine des Philippines est un modèle. Il y a une quarantaine de facultés de médecine aux Philippines, mais elle est un modèle. On pourrait dire oui, mais voyez, vous allez former des médecins de seconde zone et vous allez voir quand on va les présenter devant un examen national de certification, vous allez voir où ils vont se situer. Mais figurez-vous qu'ils étaient dans les premiers et que toutes les matières dites dures, scientifiques, mais bien entendu, les avaient intégrées, mais ils les avaient mis dans un contexte qui avait du sens. Alors voilà. Donc tout ça est possible. Mais bien entendu, il faut avoir du courage, il faut avoir de la vision et il faut avoir
bien entendu, un support national. J'ai parlé du Canada tout à l'heure avec la faculté de médecine du nord de l'Ontario, mais il y avait un support national. Il y avait un support national. Figurez-vous que le Canada a publié sous la plume du gouvernement fédéral canadien un ouvrage qui s'appelle Le futur des facultés de médecine au Canada. Deux points, leur responsabilité sociale. Il y a plus de 20 ans. C'est un ouvrage très très court, mais très très clair, qui est appuyé par le niveau politique le plus élevé. Donc quand vous avez un soutien national pareil, c'est beaucoup plus facile, évidemment. Après, la dernière grande transformation institutionnelle, c'est ce que j'appellerais l'épreuve de vérité. C'est-à-dire au niveau de la proximité, imaginez-vous que vous ayez un partenariat contractualisé entre les différents acteurs. Alors, vous avez les différents acteurs qui se mettent d'accord autour de quelques objectifs qu'ils auront décidé en commun de les juger prioritaires dans un territoire, pas dans un pays, non, dans un relativement petit territoire, 50 000 habitants, 100 000 habitants, et de façon à ce qu'on puisse faire un inventaire des problèmes et dresser un profil euh, assez complet du territoire dans lequel ces différents partenaires vont s'investir. Un profil démographique, épidémiologique évidemment, économique, et bref, avoir une carte d'identité de ce territoire et se dire, ce territoire, comme nous le connaissons, voici un ou deux des grands objectifs prioritaires sur lesquels nous allons nous investir, tous les acteurs. Et nous allons faire une expérimentation. C'est là où je pense que l'université peut intervenir parce qu'il s'agit d'avoir des protocoles de recherche qui soient évidemment de bonne qualité et de les baliser par des indicateurs de progrès et d'impact progressif, de façon à ce que cette expérimentation-là, si elle était évidemment profitable, elle pourrait être étendue. Et je pense que ça, c'est important parce que quand on parle de responsabilité sociale, ça reste évidemment, comme je le disais, un peu angélique, très général, etc. Mais là, quand on est dans un territoire, que l'on connaît les données et que l'on en investit les principales forces influentes pour les transformer, et sous un partenariat, je dis contractualisé, parce qu'il ne s'agit pas de dire, allez, travaillons ensemble, copain, copain. Non, il s'agit de voir, vous faites ça. Ah, ben moi, je vais faire ça. Et voilà. Et donc, où les responsabilités de chacun sont connues. Et nous parlons d'expérimentation. Donc, ça ne fait pas peur à l'ensemble des facultés de médecine du pays, ça ne fait pas peur au pouvoir politique. C'est une expérimentation. Mais évidemment, elle est appuyée au niveau politique le plus élevé parce que si ça devait être profitable, on pourrait évidemment l'étendre et la répliquer. Mais voilà, chers amis, moi je pense que j'ai ma dernière diapo qui voilà, vous propose le logo de ce réseau international francophone pour la responsabilité sociale en santé qui est dans une phase, je dirais, ascendante. Il a été créé il y a 8 ans. C'était évidemment laborieux au début et nous avons traversé une phase d'adolescence. Mais maintenant, étant donné le contexte mondial et puis national dans lequel nous vivons, le concept de responsabilité sociale est devenu, je ne dirais pas encore à la mode, mais très envié parce que nous savons que nous ne pourrons pas résoudre les problèmes de santé et de bien-être dans leur complexité si nous ne faisons pas un effort d'aller au-delà de ce que nous faisons actuellement. Voilà, chers amis, je sais que c'est un peu général, mais je privilège plutôt l'échange et le questionnement pour aller un peu plus loin. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Merci. Charles, pour cet exposé magistral. Je m'excuse, je me suis étouffé. J'ai cessé le partage. Il y a des mains levées, mais avant de passer la parole, j'aimerais juste faire un petit commentaire. Je reviendrai avec des questions, mais j'ai beaucoup aimé ton exemple de l'Ontario, mais j'aimerais rajouter à ton exemple de l'Ontario et ton exemple des Philippines, celui de l'Université Laval dans la province de Québec, qui, pour répondre à des besoins de ces communautés plus éloignées,
a décidé non pas de créer une nouvelle faculté de médecine parce qu'il y en a déjà suffisamment sur le territoire, mais de décentraliser sa formation. Et sous l'égide de notre doyen sortant, Julien Poitras, ben, il y a eu une décentralisation qui a été faite avec des campus à Lévis, avec des campus à Rimouski, etc., pour faciliter l'accès à la formation de, de gens qui étaient plus éloignés sur le territoire, parce que ceux qui connaissent la province de Québec, ben, vous savez que la France rentre 6 fois dans le Québec, et donc c'est quand même un territoire assez grand. Je reviendrai plus tard avec d'autres questions, mais c'est un petit commentaire que je voulais faire sur les exemples. Je ne sais pas si tu vas ajouter quelque chose, Charles, là-dessus. Merci Yves, parce que tu fais une excellente remarque. Évidemment, je connais très bien Laval et Tournoyer, bien entendu, et j'admire toujours tout ce qu'ils font. Mais le principe de la délocalisation de la faculté de médecine, que Laval a mis en route, évidemment, de façon brillante, plusieurs facultés de médecine du Canada, il y en a 17, hein, font ce genre de délocalisation. Hein. Donc, c'est quand même un phénomène national. Je vous citerai même, si vous voulez bien, l'exemple de l'université de Sherbrooke, qui a Ouais. fait mieux que ça, qui a elle-même aidé à créer une autre faculté de médecine dans une autre province, qui est la province du Nouveau-Brunswick, qui était effectivement, qui est une province à majorité francophone, mais mal desservie par les services de santé, relativement mal desservie. Et progressivement, elle a aidé cette province-là, le pouvoir politique local, à créer de nouveau une faculté de médecine qui maintenant est parfaitement fonctionnelle. Donc, c'est un magnifique exemple de solidarité nationale, effectivement. Monsieur Demonte, la parole est à vous. Ouvrez votre Merci micro beaucoup. peut-être, s'il vous plaît. Ah non, c'est correct, c'est ouvert. Voilà, c'est ouvert. Merci beaucoup Yves, merci beaucoup Étienne. Merci à tous les gens qui sont là autour de l'écran. Je me présente donc Paul Demunck, je suis médecin généraliste avant toute chose et comme je dis toujours, médecin généraliste un jour, médecin généraliste toujours, comme les scouts. Je suis aussi, j'ai le grand honneur et le plaisir d'être vice-président du RIFRES qui a été cité par Charles, notre président honoraire. Actuellement, donc, je suis vice-président du RIFRES et j'en profite d'ailleurs pour faire un peu de publicité, si vous me permettez, Yves et Étienne, du congrès à Dakar en 2026 pour rester vigilant sur vos écrans et si ça vous intéresse, de pouvoir vous inscrire incessamment sous peu. On lancera des invitations plus précises pour participer à ce congrès international qui se tiendra à Dakar et qui justement traitera de la question de la territorialisation et de la contractualisation sur des territoires. Ça, c'est une première chose que je voulais partager avec vous. Charles, on ne s'est pas concerté, mais donc je vais jouer le jeu, je vais te poser une question, même si on se connaît bien, mais je vais quand même te poser une question. Dans les diapositives que tu as présentées, tu as dit, bon, qu'est-ce qu'il s'agit de faire maintenant? Retroussons-nous les manches. L'avant-dernière diapositive, je pense. Je voulais avoir ton avis et partager avec les collègues ici présents sur quand même, à mon point de vue, l'importance des formations initiales. Souvent, je constate, alors oui, je suis médecin généraliste, mais je suis aussi syndicaliste. C'est comme ça qu'on s'est connus avec Charles Boulain. J'ai été président d'un syndicat de médecins, le groupement belge des omnipraticiens. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Et donc, on se heurte souvent quand on veut transformer les systèmes de santé, on se heurte évidemment à l'inertie politique, à l'inertie académique, à l'inertie de beaucoup de choses. Et il faut bien reconnaître que dans nos formations de base, tu as été un grand acteur précurseur en pédagogie médicale. Euh, Dans les formations de base, il y a encore des grandes lacunes, me semble-t-il, hein, en anthropologie médicale, par exemple, mais aussi tiens, au fond, on forme des prestataires de soins, mais est-ce qu'on les forme vraiment à être responsables socialement? Personnellement, je ne le crois pas. Est-ce qu'on aborde le coût des soins? Est-ce qu'on aborde les enjeux, les priorités de santé publique? Quelle est la différence entre une demande d'une population et des besoins des populations véritablement identifiées par des techniciens, etc., etc.
toutes ces questions-là sont très très peu, me semble-t-il, hein, abordées ou pas abordées du tout. Et quand je dis que ça n'est pas abordé dans les disciplines qui nous occupent des soins de santé, donc pas uniquement les médecins, mais tous les autres prestataires de soins auxquels tu as fait allusion tout à l'heure. Donc mettons là-dedans non seulement les universités, mais aussi toutes les hautes écoles qui forment d'autres disciplines du soin et de l'accompagnement, parce que maintenant on parle beaucoup du soin, mais aussi de l'accompagnement pour le soin, avec des disciplines qui ne sont pas stricto sensu des disciplines médicales et paramédicales. Et donc, au-delà de ces disciplines-là, il me semble que quand on fait référence à ton pentagone, et tu connais nos soucis au RIFRES en termes de nos objectifs, il faut absolument qu'on arrive à convaincre les autres disciplines universitaires avec ce concept de santé dans toutes les politiques et de santé dans toutes les disciplines. Je m'explique. On ne peut pas réserver la responsabilité sociale en santé aux écoles de santé. Il faut que les facultés d'agronomie, il faut que les ingénieurs, enfin, bref, que toutes les autres facultés s'intéressent aussi à ces questions de responsabilité sociale en santé en prenant comme angle d'attaque la santé dans toutes les disciplines et la santé dans toutes les politiques. Donc voilà, ça c'est une question que je te pose, c'est comment faire dans des programmes qui, en tout cas en Belgique, pour ce que je connais, c'est toujours la même réponse quand on dialogue avec les universitaires. Ils disent oui, mais vous savez, les matières sont telles que voilà, on n'a pas le temps de s'occuper de ça pendant le curriculum. Je crois que c'est une erreur fondamentale. Mais ils ont le nez dans le guidon. Aujourd'hui, tout est à l'économie aussi et je pense qu'on doit prendre ça en compte aussi dans les études. Voilà, donc la question, c'est comment arriver à convaincre tous les académiques que, par exemple, le concept de responsabilité sociale en santé doit impérativement faire partie du curriculum de formation de base. Et je terminerai, excusez-moi d'être un peu long, Étienne, je terminerai en disant que peut-être, je forme l'espoir que le développement de l'intelligence artificielle, dans le meilleur des cas, pas dans le pire des cas, mais dans le meilleur des cas, dégagera peut-être des espaces pour la formation initiale où on ne devra peut-être plus charger les étudiants de manière en termes de bagage intellectuel et de matière, et qu'on pourra peut-être dégager du temps pour réfléchir et les former à s'occuper aussi demain de responsabilité sociale et de peut-être plus faire recours à l'intelligence artificielle pour augmenter leurs connaissances scientifiques et médicales. Excusez-moi d'avoir été un peu long, mais voilà, c'est ça que je voulais partager avec Charles et voir un peu son avis là-dessus. Mais, merci Paul. Tu poses deux questions. D'abord, la formation initiale, qu'est-ce qu'on met dans le contenu? Et ensuite, des formations au-delà des facultés des sciences de la santé. Là, alors, d'abord, sur la formation initiale, sur la formation, voilà, sur le contenu des études, par exemple, des professions de santé en matière de responsabilité sociale, c'est un spectre incroyable. Ça va de zéro à l'infini. Alors, le zéro, enfin, pas zéro, mais disons que dans beaucoup de facultés de médecine, voilà, on enseigne les sciences humaines, l'anthropologie, la sociologie, la psychologie, et puis même il y a les formations de santé publique, etc. En général, les formations de santé publique ou de formation sur la vie sur le terrain, ça se passe à la fin des études. C'est plutôt par la suite. Voilà. Avant qu'ils ne partent, on dit ah, mais tiens, on pourrait bien faire un petit stage, c'est le médecin généraliste, hein. Voilà, d'accord. Mais tout ça, c'est excusez-moi, mais c'est un peu du bidon, hein, parce qu'on ne transforme pas quelqu'un avec des heures de cours. On le transforme en le mettant immédiatement dans le contexte dans lequel il va vivre. Donc, les meilleurs curriculums et formations initiales, c'est quand on enseigne aux étudiants dès la première année, dès qu'ils rentrent dans l'institution, que ce que c'est un médecin de l'avenir. Tout de suite, de façon à ce qu'ils aient devant les yeux un objectif de transformation d'eux-mêmes pendant les 6, 7, 8 ou 10 années qu'ils vont faire. Maintenant,
l'autre caractéristique que l'on retrouve dans les facultés de médecine qui sont tellement socialement responsables, c'est que l'étudiant en médecine, dès la première année, est placé dans une situation de pratique sur le terrain. Il va faire de la recherche. On l'initie d'abord à faire la recherche, comment récolter des données, etc., puis comment les analyser, comment faire un rapport. Mais dès la première année, et donc il a un temps le présent dans une communauté, bien entendu, avec un support tutoriel, mais et tout au long de ces années, il ne quitte pas le terrain. Il est donc, je dirais, inspiré constamment par les choses qu'il voit. Parce que je vais vous dire, il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur le sentiment des étudiants concernant leur raison de pratiquer la médecine. Quand vous faites cette étude-là auprès des étudiants de première, deuxième année, qu'est-ce qui ressort? Aider mon prochain, transformer la société, être utile, etc. Donc, beaucoup d'engagement, je dirais, donc d'altruisme, au fur et à mesure des études, lorsqu'ils arrivent en troisième, quatrième année. Et on peut même dire quand ils sont exposés à de la technologie et quand la spécialité va prendre tout leur champ d'intérêt et que finalement, les dernières années d'études, c'est de dire que ce que je vais devenir comme spécialiste. D'accord? Eh bien alors c'est foutu. Cet esprit d'altruisme, d'intérêt à servir les autres, il diminue progressivement. Tout ça a été maintenant documenté par des recherches publiées. Et évidemment, la formation et le stage sur le terrain en dernière année, ça ne sert pas à grand-chose. Je ne dis pas que quelques-uns vont être convaincus en disant « Tiens, je vais rester ici, dans cette communauté, ça m'intéresse, à travailler en équipe pluridisciplinaire, à m'intéresser au territoire. » Mais c'est tout à fait, je dirais, épidermique. Voilà. Donc, il s'agit de transformer la formation dès le début. Dès que notre ami rentre, passe le portail de la faculté de médecine, on lui donne tout de suite un papier en disant « Vous savez, dans 6 ans, dans 7 ans, dans 8 ans, voilà ce que vous allez devenir. » Et il a voilà, un tableau de compétences sur lesquelles il va devoir examiner lui-même s'il fait des progrès pour arriver là où il va être. Mais nous n'avons pas ça. Nous n'avons malheureusement pas ça dans la plupart des facultés de médecine, je le regrette, cette vision anticipative de l'évolution de la médecine. Bon, ça c'est une chose. Maintenant, mais tu as raison, Paul, parce que nous ne voulons pas rester dans les silos. Puisque la médecine, c'est un magnifique silo, mais la santé, c'est plus qu'un silo. C'est donc un brassage de plusieurs compétences. Et nous voyons que dans la faculté de sciences philosophiques, économiques, sociales, managériales, etc., nous ayons un enseignement sur la responsabilité sociale de la santé, bien sûr, du bien-être, bien sûr, mais si nous faisons ça, comme je le disais tout à l'heure en parlant des universités, nous allons créer un champ d'investigation formidable et une révolution culturelle, parce qu'il s'agit de voir les choses dans l'horizontalité et pas dans la verticalité qui nous rend étrangers les uns aux autres. Donc voilà, maintenant, est-ce que c'est possible? Moi, je vais vous donner un exemple. Voilà, l'Université catholique de Louvain en Belgique, dont nous connaissons très bien la rectrice, qui était avant d'ailleurs doyenne d'une faculté de médecine. La rectrice d'une vieille université, elle a 600 ans, 6 siècles d'ancienneté, l'université de Louvain, magnifique université connue dans le monde entier. Elle a dit, cette rectrice, ce sera notre mandat, notre mission, c'est rendre l'université socialement responsable, et je veux que toutes les facultés, tous les instituts et tous les centres qui sont sous mon obédience soient ouverts à l'esprit de responsabilité sociale. Donc, voilà, c'est des choses qui vont se faire progressivement. Évidemment, ça ne se fera pas sans lutte et sans argumentation, bien entendu. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres mains de levée, d'autres commentaires? Oui, il y a le... Ah non, ça c'est un applaudissement. Ben, moi, je peux peut-être poser une question. En fait, un commentaire, si tu permets, Charles. J'aime beaucoup ton pentagone, mais moi, je le vois plus en hexagone. Et je vais te dire pourquoi je rajouterais un côté à ton pentagone, même si, même si la société est comprise dans tes communautés.
je pense que c'est quand même, d'une façon générale, la société en général qui est capable d'exercer le plus fort lobby sur les changements. Et même si les décisions partent d'en haut, parce que tu as mis les décideurs publics dans le haut de ton Pentagone, moi, c'est drôle, mais je verrais la société là. Même si à quelque part, c'est peut-être pas elle qui prend les décisions, c'est elle qui a la plus forte, qui a, qui a la plus forte possibilité d'exercer la plus grande pression. Parce que quand la société gronde, ben, tout gronde en dessous, hein. Tu as tout à fait raison, c'est la composante la plus importante. Malheureusement, elle n'a pas beaucoup de pouvoir dans le sens où nous l'entendons. Il n'y a pas de représentants, il n'y a Non, je pas comprends. d'organisation, il n'y a pas de budget, il n'y a pas de levier pour faire passer les messages correctement, mais il y a une force, voilà, qu'il s'agirait de monopoliser. Mais comme je le disais tout à l'heure, quand on se mettra au niveau du territoire et qu'on fera une expérimentation pour voir comment ce partenariat peut se contractualiser peut se faire, évidemment la société sera impliquée, ne serait-ce que par les responsables municipaux et les responsables locaux d'associations ou non. Donc elle sera appliquée. Mais il faut aller plus loin. Je vais vous donner un exemple. On parle beaucoup maintenant d'accréditation des facultés de médecine. Or, les normes sur lesquelles nous accréditons les facultés de médecine sont très loin de la responsabilité sociale. Pourquoi? Parce que ces normes-là, elles ont été fixées évidemment par des responsables académiques et par des enseignants des facultés de médecine. Et quand l'exercice d'accréditation a lieu par une visite extérieure d'une équipe qui vient examiner comment la faculté de médecine fonctionne pour voir si elle a droit à recevoir le label d'accrédité d'excellence, cette équipe-là, elle est composée par des représentants des facultés de médecine. Donc, si vous voulez, on est dans le conflit d'intérêts. Or, si vous pensez qu'une faculté de médecine, elle est là pour servir la société, en faisant toutes les magnifiques choses qu'elle fait, la recherche, etc., la formation. Oui, oui, mais au bout du compte, l'horizon, c'est quand même avoir une influence directe ou indirecte sur la santé. Mais à ce moment-là, mais la santé peut être consultée pour voir si effectivement elle ressent ces effets-là. C'est un peu comme vous allez acheter un morceau de viande chez un boucher, eh bien la prochaine fois que vous irez, vous allez vous demander, il était bon le steak? Évidemment, il a le droit de savoir si l'acheteur était satisfait. Donc ça, c'est un changement structurel très important. Il faut que la société puisse être en position de faire des propositions à tous ceux qui prétendent la servir. Voilà. Et nous sommes encore loin de là. La parole est à Monsieur Holden Fatigba. Vous avez la main levée. Ouvrez votre micro, s'il vous plaît. Bonjour, je suis le docteur Fatiba Holden, comme écrit, je suis médecin, je suis au Bénin, à l'université de Parakou. Je suis neurochirurgien de formation et je suis bien content à chaque fois que des conférences sont organisées pour discuter de cette thématique. Alors, en écoutant Charles, que je connais bien et qui me connaît de mieux en mieux, il sait que j'adhère totalement à sa vision de la responsabilité sociale. Et j'ai levé la main en voulant rebondir sur l'une des préoccupations de Paul, qui demandait comment est-ce qu'on pouvait insérer dans les curricula de formation l'enseignement de la responsabilité sociale en santé dans les facultés de médecine. Je suis d'ailleurs, pour l'instant, je suis toujours en fonction comme doyen de la faculté de médecine de l'Université de Parakou et je dis, ben, Paul, on a des solutions. Et ce que nous avons commencé par expérimenter à Parakou, c'est ce qui avait été suggéré par le président du RIFRES, je veux parler de Ahmed, qui avait suggéré, sur la base des expériences canadiennes, qu'il faille qu'on crée au sein de nos facultés un bureau facultaire de responsabilité sociale. Et c'est ce que nous avons commencé par essayer de faire parce qu'on s'est rendu compte effectivement que implémenter la responsabilité sociale en santé comme un enseignement rencontre assez de réticence, hein. Déjà au niveau des apprenants d'abord qui pensent que c'est quelque chose de supplémentaire
d'harassant, surtout que quand vous insérez un enseignement, il faut qu'il soit évalué. Et en matière d'évaluation, les étudiants en médecine ne sont pas toujours les plus enthousiastes. On connaît l'issue. Donc, on a dit, OK, on met un bureau. Mais ce bureau, contrairement à ce qui a été dit, qu'il faille impliquer les chefs de département, les chefs de service et tout, on a fait l'option des volontaires. Donc, de ceux qui, pour l'instant, sont engagés et acquis à la cause de responsabilité sociale en santé. Et ceux-là, qu'est-ce qu'ils font? On dit, au lieu de faire un enseignement, ben, chaque mois, l'un des membres de ce bureau anime une thématique de la responsabilité sociale à l'endroit des apprenants, tout groupe pédagogique confondu, c'est-à-dire de la première année à la dernière année, de manière à déjà qu'ils se familiarisent à ce dont il est question et qui se redécouvrent autrement. Et pour l'instant, ça marche plutôt bien parce que de plus en plus, ils comprennent de quoi on parle. J'ai aimé l'exemple de l'ordonnance médicale où vous voyez un étudiant qui fait une prescription, vous lui dites combien ça coûte, il n'a aucune idée. Pourtant, il va se plaindre plus tard que monsieur ou madame, comment se fait-il que vous n'avez pas honoré votre ordonnance? Donc, on est allé jusque sur ces petits aspects. On est au tout début, hein, ça fait 6 mois, on a commencé tout récemment. Et qu'est-ce qui nous revient? C'est là que ça devient intéressant. Nos apprenants ils nous disent, oui, mais prof, il y a des mots qui pour nous ne sont plus porteurs. Ne nous parlez pas de sacerdoce, que la médecine est un sacerdoce, parce que on ne va pas passer notre temps à faire du sacrifice. Ne nous parlez surtout pas de patriotisme, parce qu'on a beau être patriote, mais on veut vivre décemment aussi. Et vous dites, mais tiens, dans un pays comme le mien, je le dis, les faits sont là, où on est devenu, en tout cas, hyper capitaliste. Le Bénin est devenu un pays très libéral. Le dernier exemple que je donne, c'est lorsque récemment, lors d'une conférence des jeunes avec le président de la République, notre président disait, écoutez, je n'ai pas à me soucier de combien ça coûte, je le cite, mais de m'arranger pour que dans le dernier village du Bénin, le dernier recoin, il y ait la connexion Internet. Après, chacun saura trouver les moyens pour pouvoir s'en approprier. Et ça, je le dis parce qu'un étudiant me l'a ressorti. Il dit, oui, mais prof, nous, on voudrait bien après aller desservir dans toutes ces zones dont on parle. Parce que quand on parle de responsabilité sociale en santé, tous les exemples qui reviennent où ça prend, c'est justement les zones, les territorialités où il y a quelques soucis ou des soucis majeurs. Et ces zones sont devenues des modèles de réussite. Là, on a implémenté, ou en tout cas, on a ressenti le besoin d'être au service des communautés et de passer par la responsabilité sociale en santé pour faire quelque chose de grand. Et on vous dit, dans un pays comme le mien, oui, mais on va mettre tel et tel, mais après, débrouillez-vous. Ce qui me renvoie à la notion de la responsabilité sociale en santé ne va pas que se faire au sein des établissements de santé. Et là, la notion d'impliquer tous les acteurs. Parce qu'on va former des citoyens empathiques, mais après, il faut qu'ils puissent être décents, dignes dans leur profession. Et là, je ne sais pas quel verbe on va conjuguer, comme j'aime bien dire, au niveau de l'État, pour que les gens soient regardants sur les autres aspects de cette thématique, mais au moins au niveau des facultés de médecine, on peut faire beaucoup et c'est ce que nous avons commencé par faire. J'ai voulu partager cette expérience-là pour dire on peut faire simple et intégrer les associations d'étudiants parce qu'ils sont très actifs sur les thématiques qui les intéressent eux. Donc, je dirais, il nous revient d'aller les corrompre avec la responsabilité sociale, d'aller les annexer, si je peux dire, pas très agréable, de manière à ce que ça devienne la chose de tout le monde. Voilà, chers amis, merci pour cet échange qui est enrichissant et duquel nous apprenons beaucoup. Merci beaucoup, professeur Fatigba. Charles, veux-tu faire un commentaire avant que je passe la parole? Oui, merci Holden pour ton intervention. Pour ceux qui ne connaissent pas le Bénin, mais sachez que le professeur Odilga, qui est doyen de la faculté de médecine,
à Parakou. Parakou, c'est le nord du Bénin. Et vous l'avez entendu parler, hein, il parle comme un homme politique. Alors, c'est un neurochirurgien de formation, il est doyen de faculté de médecine, et il a reconnu qu'il fallait structurellement faire avancer la faculté de médecine, par exemple en créant pas seulement un département de responsabilité sociale, non, ça c'est l'ancienne mode, c'est à nouveau un silo. Non, c'est un vice-doyen, c'est-à-dire un vice-doyen, quelqu'un qui est dans le leadership de l'institution et qui a droit à l'élaboration d'une stratégie. Donc, comme toutes les facultés de médecine du Canada, elles vont en vice-doyen de responsabilité sociale. Mais ouais, il a parlé comme un homme politique parce qu'effectivement, il considérait toutes les provinces du Nord comme étant le territoire qu'il doit desservir. Merci, Holden. Étienne, la parole est à toi. Suivra Madame Bral 2401, puis Monsieur Et Yves, Demont. il y a peut-être Paul qui a levé la main aussi, mais c'est peut-être dans le... Moi, c'est un peu différent ce que je voulais demander, mais Paul peut-être avant. Ben, Oui, OK, Paul. oui, si le temps le permet vraiment. Mais donc, je voulais juste partager avec l'ensemble des participants. D'abord, je me félicite de tout ce que Holden a dit et je pense que le Bénin est souvent précurseur pour beaucoup de choses. Et une fois de plus, je pense qu'il est dans la très bonne voie. Ici, il faut soutenir une corruption dans le monde. Si la corruption, c'est de corrompre des gens pour la responsabilité sociale, je veux bien être un corrupteur avec toi, Holden. Mais plus sérieusement, sur la participation des citoyens, qui est quand même un défi majeur. Je voudrais juste signaler qu'il y a quand même une tendance lourde chez nous, en tout cas en Belgique et ailleurs, dans d'autres pays, pour voir dans quelle mesure le partenariat avec les citoyens pouvait se concrétiser. Et donc, je voudrais citer en Belgique, par exemple, qu'on va vers une structuration de la première ligne avec des organisations locaux-régionales de santé où le citoyen, l'usager, s'il faut l'appeler ainsi, aura de plus en plus son mot à dire. Même au niveau national, au niveau fédéral, de plus en plus, on fait appel aux représentants, entre guillemets, des usagers pour participer même à la gestion des deniers publics et des décisions à prendre au niveau de la répartition de l'argent et de plus en plus, les citoyens sont appelés à se prononcer en dehors des structures démocratiques, gouvernementales, de la démocratie, etc. Ça, c'est une première chose que je voulais dire. Au niveau français, vous avez par exemple les agences régionales de santé, qui est une première tentative de découpage territorial où je pense que les citoyens ont de plus en plus, en tout cas sont de plus en plus sollicités pour avoir leur mot à dire. Dans mon parcours de vie au niveau africain et subsaharien, j'ai toujours été déçu et peut-être que les collègues ici présents d'Afrique subsaharienne me corrigeront, mais quand j'ai arrêté de travailler en Afrique, je fondais beaucoup d'espoir sur ce qu'on a appelé la participation communautaire et la participation à la gestion, par exemple, des centres de santé. Mais en tout cas, au moment où moi j'ai quitté l'Afrique en 2010, je n'ai pas eu le sentiment que c'était gagné, c'est-à-dire que les communautés soient vraiment impliquées dans la gestion des systèmes de santé au niveau micro ou au niveau loco-régional. Peut-être vous me démentirez et je ne demanderai pas mieux qu'il y ait des démentis à cela. Voilà, c'est quelque chose que je voulais partager avec vous. Étienne, la parole est à toi. Ben, je suis content d'avoir laissé la parole à Paul avant moi parce que ça sert de transition puisque je voulais parler précisément des citoyens. Un mot sur les citoyens. Charles, dans ta deuxième ou troisième diapositive, tu as énoncé euh, l'OMS, bien-être complet, formule que tout le monde connaît, et tu as ajouté d'ailleurs qu'il était plus que jamais réclamé. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il se trouve que pour la responsabilité sociale, il s'agit de répondre aux besoins prioritaires de santé de la société et des citoyens. Alors d'un côté, c'est le bien-être complet, de l'autre, les besoins prioritaires. Est-ce qu'il n'y a pas antinomie entre les deux?
Je ne pense pas, parce que là, il suffit de parler à des citoyens pour évidemment les entendre dire qu'il n'y a pas qu'un organe déficient qu'il faut réparer, mais il y a tout le reste, et que la santé, c'est quelque chose qui, évidemment, touche au bien-être d'une façon générale. Non, mais quand on parle de besoins prioritaires, évidemment, on ne va pas privilégier des remboursements de la chirurgie esthétique pour un adolescent qui trouve que son profil est amélioré. Donc, entendons-nous, il y a des choses qui sont quand même qui méritent une attention privilégiée avant d'autres, même dans le domaine de la santé, même dans le domaine de la santé. Et donc, cela va varier avec le contexte dans lequel on se trouve. Mais je pense qu'on peut avoir l'ambition, effectivement, de, de s'intéresser à aider autrui dans, dans le contexte de vie dans lequel il fonctionne. Donc, il ne s'agit pas seulement de réparer quelque chose qui dysfonctionne dans son anatomie, mais de le voir. Évidemment, si vous avez quelqu'un qui vient avec un ulcère d'estomac et qui est en instance de divorce et qui en même temps touche un petit salaire de misère, vous n'allez pas dire ben, tenez, je vais vous soulager des brûlures de l'estomac. C'est pas possible. On ne peut plus faire des choses pareilles. Il faudra quand même l'inviter à prendre contact avec l'une ou l'autre, soit dans une équipe pluridisciplinaire. Donc, je pense que cette ambition de la santé comme un bien-être complet, c'est quelque chose qui commence à être intégré dans la vie de tous les jours. Et donc, c'est une ambition absolument légitime. La parole est à... excuse Étienne, est-ce que tu veux ajouter un commentaire? Non, 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 très bien. Merci, OK. Charles. Je passerai la parole à Madame Bral 2401. Ouvrez votre micro, Madame. Non, c'est Lucie Brazeau, La Montagne. J'ai des amis dans le groupe. Écoutez, j'ai une position assez, comment je pourrais dire, ambiguë parce que je suis radiologue. Et donc, je suis en radiologie depuis longtemps et je travaille encore de façon active. Je suis encore dans le CHUS à Sherbrooke, à Fleurimont. Et dans la situation de la formation à responsabilité sociale, je suis encore à la recherche et j'ai besoin de votre aide. Comment faire pour faire épanouir les zones de responsabilité sociale dans une méchante profession qui est la radiologie? Nous avons connu une transformation en Amérique du Nord et, bon, probablement ailleurs qu'en Amérique du Nord, euh, de la certitude ou de la quête de la certitude qui passe par l'imagerie. Et ça, on n'est pas capable de sortir de là. Je vais vous donner un exemple. Les radiologues ont été interpellés en Amérique du Nord à détecter les violences entre partenaires intimes. Et on disait que euh, la radiologie est objective. C'est faux. Je peux vous attester que les radiologues sont des humains avec deux bras, deux jambes, une tête, puis une fois de temps en temps un cœur. Euh, donc, l'idée de reconnaître la difficulté, la douleur, aller chercher qu'est-ce qui cloche pour aider les collègues, quel que soit leur territoire et leur lieu, ça peut être dans une belle grande métropole et ça peut être euh, au Nunavuk. Euh, on ne peut pas offrir la même chose. Donc, s'adapter à la réalité sociale des personnes qui ont besoin d'imagerie, ce n'est pas enseigné en radiologie, ce n'est pas proposé en radiologie. On n'a peut-être pas besoin de radiologues dans plein des endroits, mais à l'heure actuelle, la mentalité, la poussée culturelle que l'on constate, c'est la preuve par l'image. L'audition a pris le bord. L'auscultation est beaucoup moins reconnue que l'écho qui met en évidence le bruit, le son, euh, les battements cardiaques, par exemple.
Donc, cette transition qui dépasse la capacité et la gouvernance des facultés de médecine, on est toujours en train de courir après. Et à l'Université de Sherbrooke, je n'arrive pas encore à faire avaler que la radiologie a une responsabilité sociale. Pouvez-vous m'aider, s'il vous plaît? Là, Yves, est-ce que je peux répondre? Ah ben écoute, mon cher ami, parce que oui, vas-y, tu es le mieux placé pour tenter une réponse extrêmement difficile. Je connais très bien ma collègue qui a mis le docteur Brazo à la montagne de l'université Sherbrooke. Nous nous côtoyons depuis très longtemps et je connais un peu ses sentiments. Mais il est vrai qu'il n'est pas facile pour un spécialiste de se positionner toujours clairement en matière de responsabilité sociale. C'est plus facile pour un médecin généraliste, pour un pédiatre social, etc. Mais il y a beaucoup de façons de le faire. Et je pense que c'est à la profession de voir comment elle peut introduire cette relation particulière, soit avec un patient, soit avec une communauté. Je vais vous donner un exemple d'un spécialiste. Voilà, j'ai un ami qui est actuellement d'ailleurs le doyen de la faculté de médecine de Fès au Maroc. C'est un néphrologue. Sa spécialité, c'est l'épuration rénale. Il est très occupé au niveau, je dirais, mécanique, technologique, à bien faire fonctionner son département pour tous ceux qui sont en situation d'insuffisance rénale. Mais cet homme-là, il a été pris par le concept de responsabilité sociale. Il a dit, je ne peux pas rester dans mon département comme ça. Et évidemment, chacun pourra dire que ça répond au contexte particulier dans lequel il fonctionne, mais pour faire fonctionner des machines d'épuration rénale, il faut de l'eau de bonne qualité. Je ne suis pas un néphrologue, mais il paraît qu'il faut une excellente eau. Or, l'eau qui arrivait à la faculté de médecine de Fès, au Maroc, n'était pas de bonne qualité. Il a donc entrepris un travail en amont, en travaillant avec l'industrie hydroélectrique ou hydrologique, si je puis dire, pour s'assurer que ce qu'il arrivait dans son département et qui allait entrer dans les machines d'épuration soit d'une absolue qualité. Ça lui a pris du temps, de l'argent, de la motivation politique. Mais il a fait ce travail en amont. Il aurait pu ne pas le faire et toujours avoir la même gratification de ses patients. Et plus que ça, il a été en aval de son travail. Il a dit, je suis dans un pays pauvre et tous mes citoyens en insuffisance rénale ne pourront pas avoir accès à la technologie que j'offre. Par conséquent, il a créé une association de soutien à l'épuration rénale en organisant des fêtes, des tombolas, de toutes sortes d'activités pour attirer des fonds et évidemment l'attention du gouvernement, de façon à offrir des services à des personnes qui ne pouvaient pas en avoir l'opportunité. Donc, voilà un exemple. Mais je suis sûr que les radiologues peuvent trouver des exemples comment améliorer cette relation avec l'autre, parce qu'il s'agit de ça. Moi, je peux vous dire que j'ai passé plusieurs IRM, évidemment, dans ma vie, mais la dernière fois que j'ai passé un IRM, eh bien, j'ai été dans l'institution qui devait la faire. J'ai été reçu par une secrétaire qui m'a enregistré. Je suis rentré dans une pièce où c'était une autre personne que je ne connaissais pas qui m'a mis dans la tuyère, si je puis dire. Et puis ensuite, j'en suis reparti. Je trouve que c'était dommage. Mais dans une autre circonstance, j'avais vu le radiologue avant. Je lui avais laissé un petit mot. Il m'a revu après l'IRM. Il m'a montré sur les clichés ce qu'il fallait voir ou pas voir, avec quelques conseils. Alors voilà, il y a d'autres façons de faire son métier. Il ne s'agit pas nécessairement de faire de la grande politique, mais d'avoir le sentiment d'avoir créé une relation bénéfique avec l'autre. Merci. La parole est... excuse-moi, Charles, est-ce que je t'ai coupé? OK. La parole est à Monsieur Flora. S'il vous plaît, activez votre micro. Alors,
moi, c'était juste, j'avais la main pendant que Paul, en fait, intervenait. C'est un peu ce dont il parlait, c'est un peu ce qu'on essaye de mettre en place en montant des unités comme celle du Centre d'innovation du portrait avec les patients et le public, hein. C'est comment on arrive au sein d'une faculté de médecine et d'une université à, en fait, initier, déjà impliquer les patients. Alors, vous savez qu'en France, aujourd'hui, il y a eu des recommandations du ministère de la Santé, un guide réglementaire de comment intégrer les patients durablement par le ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Nous, on a monté une recherche européenne sur l'apprentissage de la compétence de communication en soins pédiatriques, dans lequel on a co-construit la plateforme. C'est une plateforme autoporteuse par immersion à 360 degrés qu'on a co-construit avec des patients et des citoyens, y compris des enfants, ce qui n'est pas forcément facile quand on monte une recherche sur plusieurs pays, parce qu'on n'a pas tous les mêmes critères. Et donc, c'est un peu ces activités-là où on a monté plusieurs laboratoires interdisciplinaires, justement pour pas que ce soit juste la médecine, hein, pour permettre en fait d'infuser ça au sein de l'université. Et puis, on a en médecine générale beaucoup de thèses qui commencent à sortir où on implique des patients partenaires, donc recrutés par le CI3P avec des compétences de savoir expérientiel, mais aussi des citoyens selon les thèses, en fait, on a plusieurs niveaux d'implication de citoyens et de patients. Et voilà, et puis on a une formation qui a été primée par le ministère par le ministère de l'Enseignement supérieur, qui a été co-conçue avec une association citoyenne et des universitaires, dans lequel on implique en fait ensemble des patients, des citoyens, des proches des étudiants en sciences de la santé et des professionnels en exercice. Donc ça fait partie d'une dynamique qui n'est pas une dynamique propre à la France, hein. Il y a vraiment une dynamique, comme ça a été dit, les citoyens souhaitent de plus en plus participer à ce qui les engage dans leur vie quotidienne, quoi. Donc c'est un des moyens. Si vous voulez, je pourrais vous faire une présentation Oui, une oui. prochaine fois sur en fait le type d'activité qu'on mène, comment on les mène, et ça donnera un peu une idée de ce cadre général, quoi. Vous êtes le Très bienvenu, mon intéressant. cher ami. Oui. Je veux juste dire merci Luigi parce que je pense que c'est un travail magnifique qu'il faut davantage faire connaître. J'espère que tout ça est publié, hein, parce que comment dirais-je, le commentaire général que je voudrais faire, c'est qu'on publie trop peu dans le domaine qui nous intéresse. On est, on est toujours dans le biomédical à 100% et très peu sur justement la relation avec l'autre, avec le patient, la société, avec les aidants. Enfin bref, avec tous ceux qui devraient être en tête. Mais bravo, là, je pense qu'il faut continuer dans ce sens-là, sûrement. Étienne? Ben, je voulais réagir un petit peu à ce que disait Lucie tout à l'heure à propos de la radiologie, les difficultés qu'il y a en radiologie. Et ce qui m'a fait réagir, Lucie, c'est quand tu as dit, bah, par exemple, aujourd'hui, plutôt que l'auscultation, on va faire de l'échographie. Et là, ça me fait réagir parce que je veux bien qu'on compare l'échographie thoracique à l'auscultation, mais c'est pas demain que je me priverai d'enseigner à mes étudiants l'auscultation pulmonaire en disant, vous savez, c'est pas la peine d'apprendre, confiez ça à un échographe. Sûrement pas. Euh, pour diverses raisons, mais je crois il faut être assez, comment dire, il y a des gestes simples qui font partie de la relation, qui sont toujours de très bonne qualité. Il ne faut pas dédier à la machine forcément ce qu'on sait faire de nos mains, je dirais. Et je crois que ça, c'est possible partout. Il y a Jean-Jacques Santini qui est là, qui est neurochirurgien. Et je me souviens à Tours que, par exemple, les entretiens dirigés de sémiologie qu'on apprenait aux étudiants de première année, eh bien, il y avait des étudiants de sémiologie en neurochirurgie. Alors, vous allez me dire, neurochirurgie? Ben oui, parce qu'il y a des gestes simples que l'on peut faire, y compris en neurochirurgie. Je crois que c'est possible partout, et même si c'est un service ultra spécialisé. Ça ne dispense pas de faire des stages à l'extérieur, etc., bien entendu. Merci, Étienne. Charles, tu veux commenter? Non, pas nécessairement, je comprends tout à fait ce que vient de dire Étienne et tout à fait pertinent.
Paul? Oui, donc sur le débat du jour entre la clinique, la sémiologie, l'intelligence artificielle et tous les outils qu'on met au point aujourd'hui plus efficaces au niveau de notre diagnostic, bon, ça pourrait faire l'objet d'une réunion entière, voire d'un colloque entier. Pensons aussi au stéthoscope intelligent aujourd'hui qui parfois, il faut bien le reconnaître, entendent mieux que des vieilles oreilles comme les miennes et qui peuvent, avec l'intelligence artificielle, oui, proposer des diagnostics différentiels. Il n'y a pas que l'échographie. Mais enfin, c'est un autre débat et je ne crois pas qu'il faut opposer les nouveaux outils aux anciens outils que nous avons. Il faut les apprivoiser et les intégrer pour mieux les maîtriser surtout et ne pas faire des dogmes en disant demain c'est uniquement ceci ou cela qui va remplacer la clinique. Ça c'est une chose. Mais pour répondre à notre collègue, à notre consoeur radiologue, je pense aussi que on devrait réfléchir, alors on quitte un peu les soins primaires, mais on devrait réfléchir aussi comment nos hôpitaux sont organisés aujourd'hui. C'est une grosse question. Et je dis toujours que la révolution, s'il faut parler de révolution, ou la restructuration des soins primaires, si elle ne s'accompagne pas d'une restructuration et d'une révolution au niveau du milieu hospitalier, risque, je dis bien, d'être en tout cas pas complètement efficace. Je veux dire par là que je pense que les hôpitaux sont des structures a priori éminemment multidisciplinaires, par définition. Mais le problème, c'est que dans les hôpitaux, je pense qu'on travaille encore aussi, malheureusement, beaucoup trop en silo. Tout à fait. Et que donc le radiologue, pour ne parler que de lui, mais on pourrait citer le biologiste, on pourrait citer d'autres spécialités qui œuvrent au niveau tertiaire ou secondaire hospitalier, ils sont parfois très, très isolés, ils n'ont pas de contact avec les équipes soignantes, ou très peu, ou trop peu, et peut-être ne font pas partie de ces équipes multidisciplinaires autour du lit du patient. Et donc, je pense qu'il faut revoir aussi le fonctionnement hospitalier dans nos réflexions. Ça m'a toujours frappé quand je terminais mes études de médecine, il y a très, très longtemps, hein. À un moment donné, il y a eu tout un mouvement, il dit, il faut absolument humaniser l'hôpital. Avouez que c'est quand même extrêmement surprenant et interpellant, comme si l'hôpital, qui était une structure dans l'histoire de notre médecine, qui était d'abord une structure d'accueil humain, par les organisations caritatives, qu'elles soient confessionnelles ou pas. Euh, et puis tout d'un coup, on s'est dit, ah mais l'hôpital n'est plus humain. Or, Dieu sait, s'il y a une structure qui doit être éminemment humaine, c'est l'hôpital. Et pour être humain à l'hôpital, Charles disait le parcours du patient au sein de l'hôpital. Parfois, ça se passe très bien, parfois, ça se passe beaucoup moins bien. Et souvent, on se demande si tous les intervenants au niveau d'un patient qui est hospitalisé se parlent et pas uniquement vont jeter un coup d'œil dans le dossier multidisciplinaire. Donc je pense que pour répondre à votre question, euh, il faut voir dans quelle mesure les radiologues d'aujourd'hui et peut-être de demain, qui vont devoir s'adapter eux aussi à l'intelligence artificielle, comment ils peuvent mieux participer à l'élaboration au-delà du diagnostic, à l'élaboration de l'accompagnement d'un patient au niveau hospitalier lors de son séjour. Je crois que c'est par là que ça passe. Merci beaucoup. Est-ce que vous voulez commenter, Madame Brazo? Euh, Écoutez, je vais juste vous partager une statistique un peu particulière. Vous vous rappelez qu'on a passé une épidémie COVID et le fardeau d'imagerie, là, au CHU de Sherbrooke, a gonflé de 70%. Et bon, nous avons l'étalage au complet des niveaux de soins à gérer, mais on n'a pas eu une augmentation de 70% du staff, autant les technologues en imagerie médicale que le soutien dont on a besoin pour être capable d'avoir l'imagerie, de sorte que nous avons collectionné les épuisements professionnels
les, et c'est un peu ce qui explique que malgré mon jeune âge, je continue encore de travailler de façon active. Et Merci. donc, cette idée comment je pourrais dire, il y a une érosion de la participation humaine possible des radiologues. Et c'est la machine tout le temps. Euh, et c'est difficile à faire émerger le discours de quelle est notre attention possible. Et ceux que je console, qui sont rendus les résidents de mes résidents, euh, c'est surtout cette douleur-là qui frappe. Et d'autre part, étant donné que ça fait longtemps que je suis dans le circuit, il y a aussi une assez bonne population de patientèle qui surgit et qui demande de l'aide. Bon, j'y participe un peu, mais ce que je trouve difficile, c'est de convaincre la faculté que responsabilité sociale en santé, ça touche toutes les spécialités aussi. Et je pense Mm. que le discours sur l'ouverture humaine de l'institution hospitalière est péremptoire maintenant et on n'en parle pas. Et nous, on vient de sortir d'une crise politique épouvantable qui nous euh, vous n'avez pas idée de la catastrophe psychologique que ça a fait sur la population médicale au Québec. Merci beaucoup. Le temps file beaucoup. J'aimerais, si vous permettez, peut-être poser peut-être une des dernières questions et je la pose directement à Charles parce que c'est Charles qui a ouvert la porte. Tantôt, Charles, tu as parlé de publication. Et donc, j'aimerais savoir, tu sais que le Grisoff, il s'intéresse à la science ouverte. Et donc, j'aimerais savoir connaître ton opinion sur la relation entre la publication, la science ouverte, la responsabilité sociale. En termes de goal, de standard, comment tu vois ça, toi? Je vais vous dire, j'ai été invité récemment par l'université de Sousse en Tunisie à faire un exposé inaugural à un congrès à l'occasion de la désignation par l'UNESCO de l'université de Sousse comme étant une chaire en littératie en santé. Alors, littératie, je ne connaissais pas le nom, je le reconnais, j'avais entendu, mais enfin, j'ai dû aller voir dans le dictionnaire et même consulter des gens. Et la littératie, c'est, semble-t-il, l'art, la science de capter les bonnes informations, de bien les comprendre, de bien les interpréter et de bien les partager. Donc voilà, je pense que ça, c'est tout à fait dans le créneau de votre association Sciences Ouvertes. Hein. Et évidemment, tout le monde est concerné, depuis le citoyen jusqu'aux cadres les plus élaborés. Et donc, moi, je constate une chose, c'est que dans le monde anglophone, il y a davantage de contributions écrites, de publications. Dernièrement, un livre est sorti, publié en anglais, intitulé The Social Accountability of Medical Schools, écrit par 67 auteurs différents. Donc voilà. Mais en francophonie, très peu. Oh, il y a quelques papiers par-ci, par-là, mais je pense qu'il faudrait très concrètement s'engager dans la publication de plusieurs sortes d'ouvrages. D'abord, un ouvrage très général qui pourrait être à la disposition de tout le monde, de n'importe quel citoyen, en lui disant chacun a une part à jouer. Vous êtes un simple citoyen, voilà. Vous êtes un professionnel, voilà. Vous êtes un fonctionnaire, voilà. Vous êtes un dirigeant, vous êtes un leader, voilà. Que l'on puisse comprendre que nous avons tous un rôle à jouer. Et donc, voilà, pour répondre un peu à mon ami Brazo la Montagne, par exemple, elle disait, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que la faculté peut... Oui, mais pas seulement la faculté, l'association des radiologues, soit provinciale à nationale, devrait se réunir et dire, mais qu'est-ce qu'on pourrait bien faire pour qu'un radiologue soit socialement responsable? C'est de lui que
C'est de ce groupe-là que doit émerger, évidemment, les choses. Et donc, voilà, je pense qu'il faut beaucoup plus publier. Et si nous sommes en mesure d'inciter l'université dans son entièreté, dans son intégralité, et la mobiliser pour la responsabilité sociale, en santé, mais santé et bien-être, parce que ça va ensemble, ce serait un champ d'investigation extraordinaire et de publication extrêmement valorisante, je pense. Donc, voilà, il ne faut pas avoir peur d'écrire et de se mouiller, mais je pense que je suis confiant parce que je pense que le vent souffle dans la bonne direction. Merci. Ben, écoutez, le temps file. Ah, peut-être un dernier commentaire rapide de Monsieur Flora. Vous avez une main levée, sauf si c'est une ancienne main. Non, non, c'était juste pour renforcer ce qui vient d'être dit. En fait, ben, nous, on a, en lançant le centre d'innovation, on avait organisé le premier colloque international sur le partenariat qu'à Nice et on avait fini le colloque par une séance d'intelligence collective au cours duquel avait été demandé qu'il y ait une revue dédiée au partenariat qui soit lancée. Donc on a lancé cette revue. Aujourd'hui, elle est dans le giron du CNRS, de l'INRIA et l'INRAE, donc en sciences ouvertes et puis sciences. Et c'est une revue en fait qui s'appelle le partenariat de soins avec les patients analyse et qui reçoit en fait tout ce qui a à voir avec un cheminement vers le partenariat ou une critique sur le sujet. Et la responsabilité sociale, ça me semble en fait rentrer complètement dans ce domaine. Donc on a depuis 5 ans maintenant, on a c'est une revue semestrielle. Il y a des articles. Et dès qu'on aura le nombre requis d'articles, ça rentrera même dans PubMed. Le CNRS a fait toutes les démarches pour ce faire. Donc ça rentre dans le cadre de ces questionnements-là, quoi. Donc effectivement, je pense qu'il faut publier et que c'est important. OK, merci beaucoup. Ben, écoutez, sur ces quelques mots, je vais d'abord remercier Charles pour sa disponibilité. Yves, Oui, euh, avant que tu fasses ta conclusion, est-ce que je peux me permettre une petite cabriole? ben oui, vas-y, mon ami. Alors, je vais vous montrer ceci, j'espère que vous le voyez à l'écran. Ça, comme vous le voyez, c'est Un entonnoir. un entonnoir. Alors, l'entonnoir, en général, vous l'avez tous utilisé. En général, on l'utilise par ce bout-là, on met du liquide, du sable, etc., pour le faire entrer dans une bouteille, que sais-je. Mais supposez que vous l'utilisiez comme un moyen d'observation et que vous mettiez l'entonnoir comme ça, vous allez voir à l'horizon, évidemment, un espace très rétréci à la dimension de la petite ouverture. Et ça, la focalisation sur un sujet précis, ça a beaucoup d'intérêt parce que ça évite d'être évidemment dérangé par tout l'environnement. Et puis voilà, c'est un peu notre orientation scientifique, c'est d'aller au fond des choses, dans la matière vive, jusqu'au plus profond. C'est très bien. Mais maintenant, si vous retournez et vous regardez le même paysage en regardant par le petit bout, vous voyez toujours l'élément très précis qui vous intéressait, mais vous le voyez dans son environnement et vous ne pouvez plus réfléchir différemment en disant, mon Dieu, je ne savais pas que j'avais tel voisin, telle menace, telle opportunité. La responsabilité sociale, c'est ça. C'est passer d'un côté et de l'autre. Ben, sur cette belle image très, très réaliste, je te remercie, mon cher ami, de ta gentillesse, de ta disponibilité. Et donc, si vous permettez, fidèle à nos habitudes, je vais vous annoncer les deux prochaines conférences à venir. La semaine prochaine, jeudi prochain, nous aurons Mathieu Barlet. Pour faire une petite histoire, à l'automne dernier, nous avons participé à un projet multicentrique, multi-pays, sous l'égide de certaines organisations allemandes et sous l'égide de l'AUF. Et le GRISOF a été mis à contribution. Et ça a été et c'était un gros projet. Il y avait plusieurs gens à mettre ensemble, etc. Et le travail que ce monsieur-là a fait, Mathieu Barlet, qui est responsable de projet,
au département de la prospection, veille et montage de grands projets AUF, qui est d'ailleurs à Bruxelles, peut-être que M. Demonque le connaît, a fait un travail absolument titanesque et nous lui avons demandé de venir nous donner une conférence pour justement comment monter ces énormes projets-là, multicentriques, multi-pays. Et donc, c'est jeudi prochain, le 15 janvier. Ce sera un type de conférence sous forme de questions-réponses. Et finalement, la semaine d'ensuite, le jeudi 29 janvier, nous aurons Madame Corinne Auger, qui est professeure en génétique moléculaire et biotechnologie à Nour. Elle est spécialiste en neurogénétique et elle va nous parler de l'épigénétique dans le cerveau. Et donc, ça aussi, pour ceux qui sont un peu plus fondamentalistes, ça peut vous intéresser. Donc, moi, sur ces quelques mots, je vais vous souhaiter une très bonne année 2026 de la santé et j'espère que nous allons tous nous revoir bientôt. Et sur ces quelques mots, je vais